Bonjour tout le monde, Marie-Claude Légaré, massothérapeute, enseignante, coach, etc. C'est un moment très, très spécial pour moi aujourd'hui. Je vais vous la présenter bientôt. J'ai Delphine qui fait une capsule vidéo avec moi aujourd'hui. Quelqu'un de très, très cher avec moi. C'est un honneur de la recevoir, mais un moment très spécial. C'est moi qui se fait interviewer aujourd'hui. Alors voici Delphine, tu peux te présenter. Moi, c'est Delphine, massothérapeute. Je fais avec Marie-Claude du coaching depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'ai aussi fait ces 2 niveaux de ventouse, les pratiques libres, des pratiques supervisées en privé. Puis j'ai aussi participé au merveilleux voyage au Mexique de novembre dernier sur des techniques avancées en thérapeutique. Oui! Alors, je vais te laisser l'espace et le micro. C'est toi qui vas être en charge de l'entrevue. Donc, voilà, je te donne le rôle. Comme quoi, être coaché, on est capable de justement se dépasser puis interviewer. Fait que Marie-Claude, j'aimerais ça pour que tu me dises, tu me racontes un peu pourquoi tu t'es lancée dans le coaching, dans le fond. Oui, en fait, je trouve que les gens qui sont massothérapeutes, il y a personne qui est allé là-dedans parce que c'est payant. Hein? On va là-dedans pour aider les gens, pour que les gens aillent mieux et pouvoir redonner un petit peu le bien-être et retrouver le bien-être dans notre corps, dans notre vie, etc. Et je trouvais ça un petit peu dommage que certaines personnes qui travaillent dans des grosses boîtes, qui font un travail un peu machinal, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'études ou quoi que ce soit, soient payés plus cher que certains massothérapeutes qui arrivaient ici. Alors que moi, j'ai été capable de bien me placer dans la vie, justement, avec la massothérapie. Alors, pourquoi pas, justement, dans les missions professionnelles, aider les gens à aller mieux? Ben, j'ai rajouté aider à développer la massothérapie, comme tu l'as dit, avec les formations que j'ai développées aussi, mais aider les massothérapeutes. Donc, c'est mes 3 missions professionnelles. Et aider les massothérapeutes, venir répondre aussi, en plus des formations, avec ça, de pouvoir développer leur clientèle, de bien vivre de la massothérapie, donc d'être heureux, de se sentir accompli, mais de pouvoir aussi recevoir plus de clients, donc aider plus de gens à aller mieux. Ça répondait tout le temps à mes 3 missions à moi, oui. Alors Marie-Claude, est-ce que tu peux nous expliquer, selon toi, c'est quoi la plus grande erreur que les entrepreneurs font au début? Ils attendent d'être prêts. Ils attendent le bon moment, ils attendent que tout soit parfait et ils se lancent jamais. Donc, c'est un peu la même chose qu'on voit des fois à l'entraînement. Ah, je vais prendre un entraîneur au gym quand je vais être un peu plus en forme. Mais c'est ça le rôle d'un entraîneur, de te mettre en forme et d'arriver et de donner des outils. Alors, un petit peu la même chose avec le coaching pour savoir si on prend un coach ou pas. Mais pour la question entrepreneuriale et si on part en entreprise, etc., c'est d'attendre d'être prêt. C'est la principale erreur. Personne ne va jamais être prêt. Personne ne va 100% être prêt non plus. Donc, juste de commencer, de se lancer. Et justement, si on commence et c'est pas parfait, tant mieux, parce que si on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on va apprendre, qu'on va se connaître un peu plus, qu'on va développer. Et c'est mieux de commencer puis de pas être parfait que de ne pas jamais commencer. Donc, c'est l'action qui est le plus important. Même si elle n'est pas parfaite, l'action imparfaite va être déjà vraiment plus bénéfique que l'inaction. Donc, les doutes, les peurs, ça, c'est ma job de coach, de pouvoir descendre ça, puis de vous accompagner, puis de vous aider à le faire ensemble. Il y a de l'expérience ici. Comment trouves-tu l'équilibre entre justement être prêt et pas prêt? Je pense que c'est que tu n'es pas obligé de savoir tout. Tu n'es pas obligé de maîtriser tout le temps tout. Donc, de ne pas être parfait, donc pas prêt, mais de commencer quand même, justement, tu vas acquérir l'expérience sur le coup, mais aussi de savoir demander de l'aide et de s'inspirer des gens. Donc, soit avoir un coach, un mentor, de suivre maintenant en 2025, là, suivre les gens sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour t'inspirer, de vouloir aller un petit peu comme ça dans ce sens-là, et des gens qui ont déjà un peu tracé le chemin avant toi, si on peut dire ça comme ça, te donner des idées, comme autant aussi ce que tu veux pas faire, ce que tu veux pas ressembler. Donc, pouvoir avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait déjà, ce que tu voudrais faire, ce que tu voudrais pas faire, mais pouvoir le faire à ta propre couleur aussi. Donc, moi, je dis toujours, c'est
commence, puis tu figureras après. C'est exactement, si je peux te donner un exemple, le pourquoi que j'ai commencé à donner les cours de ventouse. On m'a contacté, on m'a dit, bon, on a su que tu as été faire le programme à l'international et on aimerait ça que tu viennes nous enseigner. J'ai dit, c'est parfait, j'avais ce projet-là pour l'année prochaine. Puis on dit, non, c'est dans 3 mois. On a déjà le groupe, tout le monde est intéressé, il reste juste à payer puis que tu viennes l'enseigner. Alors, j'ai dit, go, oui. Et puis, j'ai juste tout fait sur mesure. J'ai décidé à le faire. Quand il y a une occasion, on ne la rate pas. On y va tout de suite. Et je pense que une belle qualité de l'entrepreneur, c'est la résilience. Donc, la résilience, c'est ça se passera pas toujours comme prévu. Tu seras pas toujours prêt. Tu n'auras pas toujours les connaissances, mais va les chercher. Apprends en même temps. Puis tu vas avancer, mais ça va se faire. Il faut de l'action. Parfait. Alors, souvent, tu nous dis qu'il faut se mettre à la place de son client. C'est quelque chose qu'on apprend. Mais toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-nous justement. OK. Bien, si tu veux offrir tes services, il faut que ton client soit capable de comprendre c'est quoi tes services. Donc, si tu l'expliques de ta façon à toi, ça ne veut pas dire que le client va le comprendre. Il faut que tu te mettes à sa place, il faut que tu comprennes quel message il va comprendre, qu'est-ce qu'il veut entendre, qu'est-ce qu'il va aller le chercher. Bon, encore là, à la base, on le voit dans nos notions ensemble, il faut que tu détermines c'est quoi ta clientèle, c'est quoi tu veux avoir, tu veux être spécialiste de quoi, c'est qui tu veux attirer pour savoir aussi comment leur parler. Donc, on ne parlera pas à des sportifs qui font des compétitions, exemple, de fitness ou dans un sport en particulier, de la même façon que si notre clientèle, c'est plutôt des femmes enceintes, des mamans de famille, des hauts placés dans l'entreprise qui sont super stressés. Donc, le message qu'on va véhiculer, puis qu'est-ce qu'on va dire, la façon qu'on va parler de nos services, ça ne sera pas la même façon. L'autre chose que je dis souvent aussi quand on est dans notre entreprise, c'est de se mettre à la place de notre client. Donc, une autre petite version modifiée, c'est qu'est-ce que le client, lui, va penser de qu'est-ce que tu essaies de dire ou de faire. Donc, exemple, quand on rappelle les clients qui ont dit « Oui, je vais reprendre rendez-vous, je regarde mon horaire, puis je te reviens. » Bon, comme ça nous est tous déjà arrivé avec le dentiste, on oublie, on le fait pas, on va le faire plus tard. Et quand on doit rappeler notre client pour lui dire « Hey, tu serais dû pour ton suivi », souvent la réponse que j'ai, c'est « Ah, ben là, je vais le déranger, etc. » Mais si vous vous mettez à la place de votre client, si votre massothérapeute vous appelle pour dire « Hey, c'est important de faire ton suivi pour continuer à bien aller, pour garder les résultats qu'on a eus ensemble, as-tu oublié? » Personne ne va être fâché, personne ne va se sentir dérangé. On va même être content qu'il y ait quelqu'un qui pense à notre bien et qui veut qu'on continue encore avec les résultats. Donc, c'est un petit exemple très, très rapide de se mettre à la place du client. Qu'est-ce qui va l'interpeller? Comment il va réagir? Parce que souvent, on est très, très bon pour imaginer ce qui va moins bien se passer et le négatif. Par contre, il y a beaucoup d'autres situations positives qui arrivent presque tout le temps, justement. Quand on a peur de quelque chose, c'est rare que ça arrive finalement. Non, je reprendrai une phrase que tu nous le dis souvent en coaching, change tes lunettes. Ah oui. Et on a l'exemple de justement rappeler les clients, mais c'est une façon de se mettre à sa place, c'est une façon de vraiment changer notre vision puis changer nos lunettes pour dire oups. Oui, parce qu'à chaque fois aussi qu'il y a des peurs qui se présentent, puis c'est entre autres pour ça que les gens engagent un coach, ils ont peur, ils ne savent pas où aller, etc. Bien, justement, changer les lunettes, c'est juste changer la vision. Puis moi, une des choses que moi, j'apporte comme coach, c'est de voir d'autres visions que vous n'avez pas. Parce que si vous continuez toujours avec celles que vous avez, ça va toujours continuer à avoir les mêmes résultats. Donc, il faut changer des choses. Puis moi, c'est de vous faire voir d'autres choses avec mon expérience, en étant en dehors de la situation aussi et en vous connaissant toujours à chaque fois un petit peu plus au fil des séances. Marie-Claude, on le voit, tu es quelqu'un de passionné dans ce que tu le fais, puis tu nous le transmets, puis nous, on a juste envie de te le transmettre. Mais pourquoi c'est vraiment important? Moi, je dirais que premièrement, c'est pour soi-même, pour pouvoir garder la passion de qu'est-ce qu'on fait. Justement, il y a plusieurs trucs, on en a parlé précédemment, d'avoir la clientèle qu'on aime, de vouloir vraiment faire ce qu'on veut. Exemple, c'est une coiffeuse qui tripe sur la coloration, mais qui est moins dans les coupes de cheveux, ces choses-là. Spécialise-toi là-dedans, puis attire les gens qui ont vraiment besoin d'une coloration, puis qui vont t'engager pour ça. Si tu es massothérapeute, puis toi, tu adores les traitements vraiment plus spécifiques, thérapeutiques, sportifs,
de ne pas accepter tout le monde, dont prendre des gens qui viendraient pour du détente parce que tu le fais, tu aimes moins ça, ça te dérange dans ton métier, versus si tu fais des choses qui te passionnent, que tu aimes beaucoup, tu vas toujours le faire mieux parce que tu aimes ça, faire ça. Tu vas pouvoir être justement très performant parce que tu le fais bien, tu aimes ça, donc tu veux toujours en apprendre plus. Les formations continues, ça sert à ça aussi, à nourrir ta passion, à être toujours de meilleur en meilleur dans ce que tu aimes vraiment faire. C'est pour ça que c'est très important d'être spécifique dans quelque chose. Si quelqu'un magasine des fleurs, aussi plus niaiseux que ça soit, mais qu'on va dans une pépinière, puis quand la personne te répond et prend le temps de prendre tes besoins, puis elle a l'air à aimer ça, puis là, elle vient elle te montre des choses que tu n'avais peut-être pas pensé, puis elle te donne des trucs, puis tu vois qu'elle aime ça, tu vas retourner à cet endroit-là, parce que cette personne-là aime ça, est bonne, t'aimes ça le service, tu reçois ce que tu as vraiment besoin, et c'est une passionnée. On tripe sur les passionnés, on aime ça parce qu'ils aiment nous servir et ils aiment faire ça. La même chose, encore une fois, un exemple peut-être un peu banal. On présente un projet à un tatoueur, puis qui dit « Ah oui, ça c'est super beau ». Tu le sais qu'il va aimer ça le faire, qu'il va se forcer, puis que tu vas vouloir prendre lui, versus quelqu'un qui dit « Ah oui, ça va te coûter à peu près tant pour ce projet-là ». C'est moins ça qu'on veut. De être heureux, juste être heureux dans notre vie, de se développer. On passe beaucoup, beaucoup de temps au travail et on veut le faire longtemps. Donc, aussi bien être heureux. Moi, je dis toujours, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai juste l'impression d'être très occupée parce que tout ce que je fais, j'en mange, puis j'aime ça. Puis, faites juste prendre l'exemple dans vos vies de certains des gens que vous avez pris soit des services ou quoi que ce soit, puis que vous aimez ça, y aller puis y retourner parce qu'ils aiment ça, ils en mangent. Vous en êtes peut-être un d'ailleurs. Alors Marie-Claude, autre point aussi, quand on est entrepreneur, on vit des échecs. Okay? Comment justement tu fais pour vivre cet échec, puis comment passer au-dessus? Probablement les échecs, moi je les vois pas comme étant un échec, donc j'ai banni ce mot-là. C'est des petites leçons, c'est des obstacles, c'est des petits trucs qui te pointent où mettre ton attention à un endroit différent ou carrément qu'il y a juste quelque chose qui n'a pas marché pour toi. Donc, trouver la meilleure façon de faire ensuite. Donc, on prend le temps de faire une introspection, trouver pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ça va nous apporter une force de plus, ça va nous apprendre quelque chose, puis ça va nous faire évoluer. Donc, on va devenir meilleur. Donc, c'est pas un échec. Et puis, ça peut vouloir dire simplement qu'on s'y est pas pris de la bonne façon. Donc, nous apprendre un petit truc à faire différemment ou aller chercher une nouvelle connaissance ou quelque chose comme ça, qui va nous rediriger vers ce qu'on doit vraiment faire, ce qui nous plaît vraiment, et puis qui va nous faire que les choses après vont se faire plus facilement et qui vont aussi réussir. Donc, encore une fois, juste toujours évoluer. La résilience est un autre des qualités qu'un entrepreneur devrait avoir, c'est de toujours faire un rebond de ça et de s'en servir comme un tremplin pour aller plus haut après. Si on aime ce qu'on fait, on va toujours vouloir persévérer puis continuer puis être meilleur. Donc, les liens de tout ce qu'on a répondu à tes questions viennent s'enchaîner ensemble. C'est un tout. Mais bien sûr que si on se laisse abattre par l'échec, ben on voudra pas aller plus loin, on va devenir négatif, on va se trouver moins bon. Alors, des fois, justement, la job du coach, c'est de faire le petit mindset et de réajuster l'attitude, mais peut-être de justement, encore une fois, changer nos lunettes pour voir la situation d'une autre façon qu'on la voyait, justement. Fait que dans le fond, l'échec n'est pas forcément négatif. Au contraire, il est positif parce que ça nous apprend, on grandit, on évolue, puis ça nous rend vraiment plus forts pour avancer. Absolument, absolument. Puis il en faut des échecs parce que si on fait juste toujours réussir, on n'apprend rien. Puis quand on va en avoir un plus tard, là, on ne saura plus comment réagir, ça va être difficile, etc. La seule façon de ne pas avoir d'échec, c'est juste de jamais commencer. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ne jamais accepter un non. Mais qui était cette personne? Qui est cette personne? Et c'est toi, effectivement. Et j'approuve à 100%. Fait que toi, explique-moi pourquoi t'acceptes pas un non et as-tu un exemple, justement, des exemples, parce que j'imagine qu'il n'y en a pas juste un, ouais.
à nous faire partager. Oui. Jamais accepter un non parce que ça veut juste dire que tu rentres dans le cadre des autres, que tu rentres dans qu'est-ce qui est acceptable ou pas pour les autres. Et ça veut juste dire que tu le veux pas assez, encore une fois. Si on le veut, coûte que coûte, qu'on le veut vraiment et qu'on va faire tout à notre possible pour pouvoir le réaliser, j'appelle ça un rêve, entre autres, on n'accepte pas un non. Il y a toujours une façon de le faire. Et s'il n'y a pas de façon de faire, on peut en inventer une. Et on peut justement, en changeant nos lunettes, mais surtout, hein, on dit en anglais « think outside the box », donc penser en dehors de la boîte, là, le cadre. Ben moi, je dis toujours « think like there's no box ». Fait qu'on va penser comme s'il n'y avait même pas de boîte. Donc, tout est possible, tout se peut, il s'agit de le créer. Exemple super rapide de quand j'avais 2 ans et demi. Ça a commencé très, très tôt. Je voulais faire du ballet. Je voulais vraiment, vraiment faire du ballet. Puis à chaque fois qu'on passait devant l'école de ballet, dans mon petit siège d'auto en arrière, je demandais à ma maman, parce que je reconnaissais la bâtisse, puis elle me disait « Non, j'ai appelé, c'est à partir de 3 ans, tu peux pas. » Mais à chaque fois qu'on passait, je le demandais, puis je voulais tellement en faire. Ma maman m'a dit « Bon, on va arrêter, puis ça va être la madame qui va lui dire non. » Et puis quand je suis arrivée, j'avais les yeux gros comme des 2 $ en regardant les petites filles. J'avais l'air tellement passionnée, motivée et de rêver que la madame m'a dit « Ben, on va l'essayer. » Puis finalement, ils m'ont gardée. Puis oui, ça a été un rêve qui est devenu réalité. Puis ça peut continuer comme ça. Je pourrais t'en nommer à n'en plus finir, même dans mon jeune temps. Mais dans les noms qui est pas acceptable ou quoi que ce soit, dans ma carrière, ça m'a vraiment suivi beaucoup parce que, bon, ceux qui me connaissent un peu des réseaux sociaux savent que j'ai mis beaucoup de choses en branle au Québec en massothérapie, dont les ventouses qui n'étaient pas acceptées encore. Quand j'ai fait mon cours au programme international avec mon diplôme, on ne le reconnaissait pas au Québec. Donc, moi, je savais que je voulais l'enseigner, je voulais emmener mes diplômes à moi que j'allais donner. Donc, pour moi, c'était inacceptable. J'ai trouvé une autre façon, j'ai changé d'association. Donc, il y a toujours une façon de faire, même si on ne la voit pas. Ça, c'est ma job de coach aussi, de pouvoir vous donner d'autres options ou de vous donner les moyens pour trouver et les bonnes questions à se poser, les bonnes réflexions. Mais jamais, jamais, jamais on accepte un non. Ça veut dire qu'on rentre dans le cadre, ça veut dire qu'on accepte tout ce qui est. Donc, si dans ta tête, ça se peut, c'est possible, tu vas le faire. C'est juste qu'il faut trouver comment. Et puis, si tu le veux vraiment, tu vas arrêter de trouver des excuses puis tu vas plutôt trouver des solutions. Donc, c'est aussi où on met notre focus. Est-ce qu'on met notre focus sur ben non, puis se trouver des excuses pourquoi qu'on ne pourrait pas le faire versus pourquoi qu'on pourrait le faire. C'est beaucoup, beaucoup une question d'attitude et de mindset. Puis ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec ça, encore une fois, demandez de l'aide. S'il y a des gens qui ont pu le faire, vous pouvez le faire vous aussi. Si j'étais capable de dire « je refuse le non et je le veux », il y a des choses qui ne seraient pas passées. Puis c'est vraiment essentiel de ne pas accepter un non parce qu'on y arrive toujours. Absolument, absolument. Puis la Delphine que j'ai connue au début du coaching ensemble et zéro la Delphine que j'ai connue maintenant, on l'a tous en nous, ça. C'est juste que on l'a soit endormi, on ne l'a pas développé, on ne l'a jamais utilisé. Ça s'apprend, ça s'entraîne. On appelle ça la volonté. La discipline embarque aussi. Les gens vont souvent confondre avec la motivation, qui n'est pas du tout la même chose. On ne donnera pas tous nos petits trucs de coaching. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. On va vous donner les informations pour pouvoir peut-être être coaché vous aussi. Mais il y a des façons de faire, c'est sûr et certain. Puis si c'est vous ne le voyez pas, ben il y a quelqu'un qui va vous aider à le voir. Parce que tout ce qu'on veut, on peut l'avoir. Alors, on sait, Marie, qu'en massothérapie, on est tout le temps en train de vouloir apprendre plus pour justement aider nos clients. Le but premier, c'est vraiment justement d'aller aider les clients. Fait que pour toi, dans le fond, les formations continues, ça représente quoi dans ta carrière, dans ta pratique? Très important, je pense, pour différentes raisons qu'on a déjà mentionnées. Donc, entretenir notre flamme, entretenir notre passion pour notre métier. Mais tout est en changement, tout est toujours en évolution. Donc, de s'adapter à ça, de toujours évoluer, mais de se sentir plus compétent aussi. Donc, annuler le syndrome de l'imposteur.
toujours avoir des meilleurs résultats pour nos clients. Puis en anglais, on dit pour se garder top of the game. Donc, toujours être dans les meilleurs, les plus avancés, les plus innovateurs, mais surtout pour pouvoir toujours s'adapter et s'améliorer aussi. Il n'y a rien de pire que de plafonner puis sentir qu'on fait du surplace. Encore une fois, ça va se transparaître avec nos clients qui vont... il faut se garder aussi toujours différent et à notre propre couleur, mais spécialisé dans quelque chose de précis pour attirer justement une clientèle qui ne voudrait pas avoir personne d'autre que vous-même parce que vous êtes spécialiste de ça. On ne peut pas être bon dans tout. Dans quoi on est bon, soyez le meilleur. Marie-Claude, des fois, en tant qu'entrepreneur, on a de la difficulté à demander de l'aide parce qu'on a besoin d'aide pour pouvoir avancer. Fait que, selon toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite justement à demander de l'aide pour pouvoir avancer? C'est une bonne question, Delphine. Je pense que les gens voient souvent le fait de demander de l'aide comme étant une faiblesse ou qui ont peur de déranger. Encore une fois, c'est peur d'avoir peur. N'importe qui vous demande de l'aide, vous allez être plutôt content qu'il y ait quelqu'un qui pense à vous demander de l'aide parce qu'il vous estime, parce qu'il pense que vous avez des connaissances qu'il n'y a pas. Donc, c'est encore une fois de se mettre à la place de l'autre, comme on en parlait plus précédemment. Mais justement, ça fait toujours plaisir à quelqu'un de demander de l'aide. Au pire des pires, vous allez avoir un non, puis on a appris qu'on peut ne pas accepter un non, justement. Mais de demander de l'aide, ça montre aussi que vous êtes motivé, ça demande que vous voulez avancer, que vous avez une évolution aussi, des mentors pour pouvoir justement vous inspirer. On peut pas être bon, comme j'ai dit, dans tout, donc il faut demander de l'aide pour évoluer. Les meilleurs, même moi, j'ai un bon réseau autour de moi. Je peux pas être bon dans tout, dans le marketing, dans exactement tout ce que ça prend pour se développer comme entrepreneur. Donc oui, il y a les formations continues, aller chercher des outils de plus, des connaissances de plus, mais de demander de l'aide, de s'entourer des bonnes personnes. Donc justement, s'il y a quelque chose dans quoi tu es moins bon, mais il y a quelqu'un qui est le meilleur là-dedans. Donc aller chercher les meilleurs dans votre entourage, c'est de demander de l'aide, c'est aussi de créer des liens avec d'autres gens qui vont aussi après ça avoir des liens avec toi, qui vont pouvoir t'aider, tu vas te créer un réseau, puis ça, ben, tu vas évoluer parce que souvent, surtout quand on est travailleur autonome et, bon, on va parler un peu plus des massothérapeutes, des fois on est tout seul dans notre entreprise et ça devient de plus en plus justement solitaire, plus qu'on réussit, plus qu'on a l'impression d'être seul. Donc, justement, de se faire un réseau comme ça va nous aider à pouvoir augmenter nos forces et venir contrer un petit peu nos faiblesses ou bien justement changer nos faiblesses en force. Maintenant, j'aimerais ça que tu me dises, si tu avais un seul conseil à donner à un entrepreneur, ça serait lequel? Un seul, c'est difficile à choisir. Je pense que ça serait soit prêt à sortir du moule, soit prêt à être différent, soit prêt à être toi. Sois prêt à avoir ta propre couleur et à ne pas être gêné, justement, de l'être, de faire ce que tu as vraiment envie de faire ce qui te représente toi et surtout d'être différent. C'est tellement facile d'être masso. Il y en a, je ne sais pas combien, à tous les coins de rue, mais d'être différent, d'être cette personne-là qui fait ce style-là. Autant de donner l'exemple en coiffure là, pour la coloration où toi, c'est les mises en plis de mariage qui te fait vraiment vibrer. Donc, de te différencier, de te spécialiser, de faire ce que tu aimes vraiment puis de le faire comment toi tu le fais avec ta personnalité, ta couleur. Quand on achète un service à quelqu'un, on achète aussi la personne, on achète le personnage, la personnalité. Donc, de ne pas avoir peur d'y mettre qu'est-ce qui nous différencie des autres, qu'est-ce qui est typique à nous, puis qu'est-ce qui nous fait le plus vibrer, puis qu'est-ce qui nous fait vraiment garder la passion. Les gens veulent ça, veulent la ou le spécialiste de chaque chose. Et bien justement, si tu restes dans le moule, tu sais, qu'est-ce qu'on a dit, think outside the box, puis think like there's no box, bien de sortir du moule, de faire quelque chose de différent, d'être innovateur et bien de ne pas avoir peur de demander de l'aide. On va leur dire ça serait comme le sous-conseil, mais aussi de just do it. Comme dit Nike, et comme je le dis souvent, just do it. Fais juste le faire.
Tu réévalueras après, tu apprendras sur le spot. Fais juste le faire. Fais le premier pas, puis ensuite, le deuxième va venir. Il y a des gens qui vont t'aider, qui vont te tenir la main, qui vont avancer, qui vont te donner un conseil. Tu vas être plus efficace, puis tu vas venir qu'à marcher, puis être à l'aise, puis à y aller avec ta propre couleur, ta démarche à toi. Ça va se faire tout seul. Fait que commence, peaufine après. Oh yeah!